Chronique historique en compagnie de notre historien préféré, Jérémy Rivard, qu'on accueille ce matin dans les studios à l'aube du réveil du soleil. Bonjour Jérémy. Bonjour Simon, comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Aujourd'hui, on plonge dans quel univers? On plonge, c'est bizarre, ça a un peu un lien avec notre conversation avant d'entrer en ondes, mais on parle de santé. On parle de soins de santé. C'est bon ça, j'aime ça. Parlant de mal de tête et tout ça. Oui, de mal de tête et de « Ah tiens, t'as pas dormi toi aussi? » Ouais, c'est ça. J'aurais envie d'aller voir les personnes dont je vais parler ce matin. Bon. Je vais parler de la genèse, hein, les débuts des services de santé au Témiscamingue. Oui. Entre les années 1860 et 1880. C'est là que tout a commencé. Exactement, parce que là, je vous ramène dans d'autres chroniques passées. En passant, je pense qu'on est rendu à la 71e chronique Déjà. historique. Wow. Je le sais pourquoi, parce qu'à chaque fois qu'il y a une chronique, je le mets sur le feed RSS de mon podcast. Fait que voilà. Tu vois les chiffres monter semaine après semaine. Je vois la centaine arriver, mon cher. Avant longtemps, là, c'est sûr qu'on va taper le sang. Ouais, exactement. Alors, c'est ça, pour faire un lien justement avec le début de la colonisation, les travailleurs forestiers qui arrivent, on a besoin... Quand il arrive un accident, hein, qui dit travailleur forestier dit des aiguines, hein, des scies, etc. C'est rare que l'accident, c'est « Ah non, j'ai une écharde ». Oui, exactement. D'habitude, malheureusement, c'est un peu plus grave. Parce que pour une écharde, dans les années 1860, on n'allait pas à l'hôpital. L'affaire de « va prendre un numéro puis faire la file là, pour voir la garde malade », c'était comme « Hey, exactement. Continue à travailler, ton break, c'est à l'heure. » C'est ça. Oui. Alors, les services de santé, oui, et l'éducation, ça a longtemps été l'affaire du clergé. Oui. Hein? Alors, les communautés religieuses, surtout. On peut remonter jusqu'au début de la Nouvelle-France pour dans le fond, se rendre compte que le clergé s'occupait de ces deux champs-là, si on peut dire. C'est en 1866 que les Sœurs Grises de la Charité d'Ottawa, j'adore ce nom-là, les Sœurs Grises de la Charité d'Ottawa, sont charitaires, mais juste envers Ottawa. Ailleurs, ils chargent. Ben, exactement. 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 Ben, tu vas voir, justement, on ne parle pas de demander de l'argent dans ce temps-là. Rien. Ben non. Mais justement, Sœurs Grises de la Charité d'Ottawa vont être dépêchées dans la région naissante du Témiscamingue, si je peux dire, pour aller, dans le fond, promulguer les premiers soins, justement, à ces travailleurs forestiers. Quelques colons qui commencent à arriver, mais c'est surtout dans les années 1870-80 que là, il va y avoir vraiment un vrai processus de colonisation du Témiscamingue. Et tel le film La Grande Séduction, probablement quand les Sœurs Grises sont arrivées la première semaine, il devait y en avoir quelques-uns là-dedans qui avaient des bobos qui dataient, là, dans le sens que... Ah oui, ce film-là qui est tellement excellent. Dans le sens que d'après moi, quand ils sont arrivés là, la première semaine, c'était plein, là. Parce que, bon, moi, je voulais juste vérifier ça. Ah oui, puis il y a aussi... Là, ben, la liste descendait parce que le monsieur, s'il est là depuis 6 mois, 1 an, mettons. Là. Qui n'a pas été soigné exactement. Ben, la seule différence avec La Grande Séduction, ce merveilleux film, je crois, de 2003-2004, c'est qu'on ne mettait pas des 5$ dans les cracks de trottoir. De trottoir pour prouver la chance aux Sœurs Grises de la Charité d'Ottawa. Exactement. Alors, il faut retenir 3 noms, OK? 3 personnes, 3 religieuses, les 3 premières qui vont arriver comme étant les premières infirmières du Témiscamingue. On parle de Sœur Rézenne, Sœur Saint-Vincent et Sœur Saint-Antoine, les 3 premières qui vont arriver. Et puis, ils ne vont pas arriver dans la baie des Pères ici à Ville-Marie parce que, tout simplement, Ville-Marie n'existe pas. Non, c'est ça. On parle encore de la baie Kelly, c'est pas la baie des Pères. Elles vont arriver dans la mission Saint-Claude, à côté du Vieux-Fort. Et puis là, ces trois sœurs-là vont se faire accueillir par les frères Oblat qui sont sur place et puis qui vont leur faire de la place justement pour qu'elles puissent soigner. Oui. Et quoi de mieux, mon cher Simon, qu'un bel endroit sain et sans microbes que la cuisine. Alors, on va dire... J'aurais peur qu'ils disent la chaîne à bois, mais effectivement, la cuisine, c'est pas tant mieux, là, façon de parler. Alors, on va dire aux sœurs, installez-vous dans la cuisine dans le fond de la cuisine pour soigner les malades. À côté d'une bonne platée de bine, là. Exactement. Venez penser ce monsieur qui s'est coupé la jambe. C'est ça. En 1867, les Oblats vont
vont entreprendre, la construction d'un nouveau bâtiment, d'une nouvelle résidence pour eux autres, pour les Oblats. Devenu nécessaire à cause... Ben là, il commence à avoir du monde dans Mission Saint-Claude, commence à avoir vraiment beaucoup de monde. Alors, on va construire une nouvelle habitation où est-ce que les Oblats, eux, vont séjourner. Et puis, l'ancienne bâtisse des Oblats, eh bien, ça va être les sœurs... les sœurs grises de la Charité d'Ottawa. De la Charité d'Ottawa qui vont être là pour soigner les gens. Et puis, dans le fond, c'est comme un mini-hôpital. Il va y avoir 2 chambres, une salle commune pour accueillir les malades. Et puis, c'est important de dire qu'en plus de soigner ces 3 sœurs-là, Rézenne, Saint-Vincent et Saint-Antoine, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, elles enseignent, vont accueillir les orphelins, les gens dans le besoin. Alors, c'est comme... ils s'occupent aussi des services sociaux. Là. C'est vraiment services de santé et services sociaux. Alors, c'est encore les 3 mêmes sœurs qui vont s'en occuper. Et puis, qui sont les patients? Hein? Qui sont les patients dans ce temps-là? Bien, comme j'ai dit tantôt, oui, il y a des travailleurs forestiers, quelques colons, mais aussi des Autochtones qui vont se rendre sur place pour obtenir des soins de première nécessité. Et aussi, très important, ils font de la visite à domicile. Alors, je salue les infirmières, dont ma conjointe Audrey-Anne, qui écoute sûrement en ce moment, qui fait des soins à domicile. Elles font des soins à domicile, mon cher Simon. Et sans négliger ce que les infirmières de soins à domicile font aujourd'hui. On se souvient que les sœurs, dans le temps, pas d'auto, pas de route, rien, pas de chauffe-eau, pas de volant chauffant, pas de table et de chaises partout. Faut se rendre par le bois. Exactement. Avec ta valise je dis pas pour dire d'outils, mais d'instruments, parce que t'arrives pas là tout nu. C'est ça. Fait exactement. Ça devait pas être tant évident, là. Non, ça devait pas être bien facile. Et puis, une autre chose qui est pas très aisée dans ce temps-là, c'est le financement. Parce qu'elles arrivent ici, elles n'ont aucun salaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour financer, si on veut, c'est qu'on accepte les dons. Alors, si, admettons, un bûcheron, un colon, un frère oblat, un autochtone arrive, puis est content de satisfait des soins, eh bien, on peut faire un don, que ce soit en argent ou en autre chose. Une chèvre. Ben, tout est bon. Hein? Tout est bon. Dans ce temps-là, tout est bon. C'est le troc est de mise. Exactement. Entre 1866 et 1883, eh bien, les Sœurs Grises vont soigner au total, là, on parle en dedans de 17 ans, là, dans une région, je vous rappelle, où est-ce qu'il y a pas beaucoup de gens. Non, on n'est pas encore... Il n'y a pas beaucoup de gens. Et puis, comme je dis tantôt, oui, il y a des gens des Premières Nations qui se rendent pour des soins, mais on est encore à l'époque où est-ce que les premiers soins, ils les font eux-mêmes. Oui. Okay? C'est vraiment par urgence qu'on va voir les 3 Sœurs de la Charité. Eh bien, c'est 327 personnes qui vont être soignées dans cet hôpital. Wow. Dans cet hôpital à la Mission Saint-Claude. Ça fait du monde à la messe, ça. Oui. C'est fou, là, pour la population du temps, là, tu sais. Exactement. À part de ça, 504 visites à domicile, alors 504 sorties qui vont être effectuées. Ils vont aider 738 personnes dans le besoin pour un logis, notamment des orphelins. C'est ça, notamment des orphelins et puis des gens dans le besoin. Mm-hmm. Et puis, vont enseigner, attention, à 1067 enfants. Wow. Alors, 1067 enfants qui vont recevoir l'éducation par ces 3 religieuses-là. Et puis, avec l'établissement de colons dans la baie des Pères dans les années 1880, eh bien là, on va décider de se rapprocher de l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de gens. Et puis, c'est là qu'on va choisir un site à côté de l'église et du presbytère et puis qu'on va construire un nouvel hôpital avec les dons qu'on a ramassés pendant ces presque 20 années-là, Simon. Et puis, ça va donner naissance en 1887 à l'hôpital de la Sainte-Famille, qui a longtemps été appelé comme ça. Le Centre de santé Sainte-Famille. Le Centre de santé Sainte-Famille. Alors, l'hôpital général de la Sainte-Famille, qui va être inauguré par la mère supérieure. Alors, la mère supérieure des Sœurs Grises de la Charité d'Ottawa, qui va monter jusqu'au Témiscamingue. Sûrement, tu sais, Sœur Duguay, là, la mère supérieure, imaginez-vous, tu sais, Sœur Duguay, elle devait tellement avoir un beau sourire. C'est tellement sévère. Tu le vois que la joie frétillait dans son visage. Exactement. Alors, elle va monter jusqu'au Témiscamingue pour inaugurer le 18 septembre 1887 l'hôpital général de la Sainte-Famille.
Alors, voilà pour les débuts des soins de santé au Témiscamingue, mon cher Simon. Arrivant ici en pensant que ça s'appelait Ville-Marie, mais plutôt en pensant que ça s'appelait Où c'est qu'on est? Où c'est qu'on est, exactement. Un mot algonquin qui veut dire perdu. Perdu, c'est ça. La semaine prochaine, Simon, et pour les 2 prochaines semaines, je vais m'attaquer, puis ça fait longtemps que j'en ai parlé il y a longtemps, mais là, je vais vraiment le faire, les débuts de l'éducation au Témiscamingue. Oui. Entre les débuts de la colonie, là, on parle de 1886 et 1960, où est-ce qu'il y a eu la Révolution tranquille. D'ici là, n'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon, le patreon.com/STDH, si vous voulez contribuer à ce merveilleux podcast. Patreon.com/STDH. À la semaine prochaine, mon cher Simon. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Aujourd'hui, nous nous immergeons vers un autre monde magnifique de l'histoire. Quel est-il? Cette semaine, la semaine dernière, j'ai parlé de la santé, les premiers hôpitaux, et puis comment ça a été fondé, etc. Oui. Et puis ce matin, j'ai décidé d'aller vers l'éducation. Alors, les premières années de l'éducation, comment ça fonctionnait au Témiscamingue, etc. Alors, on va s'immerger là-dedans. Avec les iPads, puis... Oui, les iPads, les laptops. Teams. Oui, le tableau. Le le TNI. Le TNI, c'est ça. En 1900, yeah, right. C'est ça. Mais on commence vers 1886, oui. Au début de Ville-Marie, et puis on va aller jusque dans les années 1960 environ, OK? Mais c'est plus le fonctionnement. Tu sais, je parlais pas de la fondation des écoles, chaque village en quelle année que son école a été fondée, rien, mais en gros... pour commencer, dans les années 1880, avec les premiers colons au Témiscamingue, les écoles sont rares. Les écoles sont vraiment rares. Les premiers colons, ce sont, comme je répète depuis plusieurs chroniques, des travailleurs forestiers. Il y a eu la petite école, si on peut dire, de la sœur Rézène et de ses deux consoeurs, avec la mission Saint-Claude. Mais là, on est ailleurs. Quand la colonisation commence réellement, là, comme dans le reste du Québec de ces années-là, on prend le modèle des écoles de rang. Oui. On n'a pas, je crois, au Témiscamingue, de mémoire, il n'en reste pas une debout pour la visiter, un peu comme à Hautier-Nord. Il y en a une à Hautier-Nord. Il y en a une à Hautier-Nord. Où est-ce que c'est un musée. Mais je crois qu'au Témiscamingue, je ne sais pas si tu es au courant, mais... Ça serait à vérifier. Je ne penserais pas qu'il ne reste une école de rang debout. Une école de rang, exactement. Voilà. Fait, au gré du peuplement de la région, les écoles de rang vont se transformer et devenir des écoles. Mais avant, comment ça marchait une école de rang? Qui enseignait au juste à l'école? J'imagine que tout le monde a à peu près l'image des filles de Caleb un peu. C'est exactement cette image-là que je veux t'amener, Simon. J'imagine. Ouais. Le poêle à bois dans le milieu de la classe, la soupe le midi pour ceux qui restent loin. C'est exactement ça. Comment ça fonctionne, c'est que à l'automne, comment je dirais ça? C'est un peu comme aujourd'hui. Dans le monde de l'enseignement, aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle le mouvement volontaire, où est-ce que chaque enseignant qui n'est pas en poste, c'est ça, se fait assigner un contrat. C'est un peu la même chose dans le temps des filles de Caleb, mais c'était dans le temps du Témiscamingue. Des filles de Caleb version Témiscamingue. Exactement. Alors, dans les années 1880 jusqu'à dans les débuts des années 1900, c'est exactement ça. C'est qu'il y a un conseil qu'on appelle une commission scolaire. Mm-hmm. OK? Et puis, la commission scolaire de ce temps-là, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, qu'on appelle maintenant des centres de services scolaires. Mais la commission scolaire agit un peu comme un conseil d'établissement. Chaque école aujourd'hui au Témiscamingue a son conseil d'établissement avec des parents, avec un professeur de l'école, la direction, etc. Mais dans ce temps-là, c'est des gens de la communauté, du village qui forment la commission scolaire, l'espèce de conseil d'établissement. Et puis, ce sont eux qui vont dénicher des candidates, parce que là, on ne parle pas de candidats, on ne parle pas d'hommes, mais de jeunes candidates qui ont un niveau scolaire assez avancé, tu sais, 4e année du primaire. Puis, parce que dans ce temps-là, parce que je ris, parce que dans ce temps-là,
ceux qui se rendent jusqu'à la 6e année, là, c'est wow. C'est des hautes études. Ce sont de hautes études. Ouais. Alors, on essaie de trouver... On est loin du baccalauréat, là. C'est ça, exactement. Alors, il n'y a pas de baccalauréat encore dans ce temps-là parce que le système d'éducation, on n'a pas encore de formation, si je peux dire, pour les enseignants. Ça va venir, ça, avec les années 50, les années 60, la Révolution tranquille, où est-ce que eh bien, les communautés religieuses vont être tassées, si je peux dire, pour mettre dans les écoles des enseignantes et des enseignants. Mais revenons à Émilie, dans les filles de Calais. C'est ça. Fait on essaie de dénicher la candidate idéale pour ce poste-là, qui a un bon niveau d'éducation, qui est capable qui a un certain niveau de pédagogie pour enseigner aux jeunes. Et puis, cette jeune fille-là, il y a des critères à respecter. Premièrement, elle doit être célibataire. Parce que si elle a une famille, eh bien, elle n'est pas consacrée à 100% à sa tâche. Non. Elle va penser à ses enfants et son mari. Là. Ça marche Exactement. pas, là. Alors, il faut qu'elle pense 100% du temps à sa classe. Et puis, comme tu as dit tantôt, et puis comme dans les filles de Caleb, l'enseignante, souvent, demeure dans cette école-là. Au deuxième étage, exactement. Elle doit, dans les responsabilités, là, à part d'enseigner aux jeunes, elle doit chauffer le poêle. Hein, le poêle qui est au milieu, là, normalement, de l'école pour chauffer adéquatement j'allais dire l'habitacle, mais l'habitation. J'aurais été assis dans un coin, moi. J'aurais pas été assis au milieu. Exactement. À côté de la fenêtre, ouais c'est ça. Ou dehors, la fenêtre ouverte. Voilà, c'est ça. En février, à moins 32. Ouais, c'est ça. Dans Bécosse. Parle fort, on va t'entendre. Ça. Mais c'est ça. Dans le fond, dans ses tâches, elle doit s'occuper de l'école, de la maison, si on peut dire. Elle doit enseigner, bien sûr. Et puis, préparer le matériel, etc. On est à l'époque, Simon, où est-ce que le matériel scolaire est très rare. Oui. Souvent, c'est justement fait à la main, seulement tableau enseignante et les enfants qui écrivent. Mais avant, il faut apprendre à écrire. Et puis là, je veux parler de la composition de la classe. On est en pleine négociation de syndicats pour les enseignants. Parlons composition de la classe. Tout le monde est dans la même classe, là. Tout le monde est dans la même classe. Alors, on parle de jeunes de 6 ans jusqu'au grand en arrière de 17 ans. Tu sais, le Steve en arrière, là, qui... le Steve! Tu sais, qui est là... tu sais, qui est là juste parce que ses parents l'ont obligé pour reprendre la ferme familiale. Dans l'album... Rodrigue, ouais, c'est ça. Oui, c'est... le Rodrigue. Exactement. À la fin, là, ouais, c'est ça. Alors, t'as cette classe-là qui est composée de jeunes enfants jusqu'à la grande en arrière. Et puis, dans ce temps-là, on allait à l'école en moyenne. OK? C'est pas une loi provinciale de l'époque, mais c'était environ vers la 2e, 3e année. OK? Où est-ce qu'on s'en allait de l'école, quand on avait passé notre 3e année du primaire, quand on savait lire le moindrement, écrire et compter le moindrement, on s'en allait parce que c'était la base de l'éducation dans ce temps-là. Ça prend ça, rien de moins, rien de plus. Après ça, on peut aller travailler. Exactement. L'année passe, arrive le printemps. Eh bien, l'enseignante, dans ce temps-là, comme j'ai dit tantôt, on cherche une enseignante pour l'automne. Eh bien, l'enseignante, au mois de juin, est congédiée. OK? Et elle ne se fait pas dire « t'as été bonne, c'est sûr qu'on te reprend ». Non, la commission scolaire du village la congédie. OK? Puis c'est pas clairé comme, tu sais, t'as pas été bonne, là, mais on s'entend. C'est ça. Elle est remerciée. Elle est remerciée automatiquement. Et puis, bonne chance l'année prochaine si on n'en trouve pas une meilleure. Fait que tu vois un peu la sécurité d'emploi qu'il y a Tu devais demeurer bonne, excellente pour pouvoir garder ton poste année après année tant que tu te mariais pas ou que tu partais pas en famille. Exactement. Ben, c'est surtout une des raisons, c'est que ça se pourrait dans l'été que cette jeune fille-là bien, se trouve un copain. Un prétendant. Ou bien avait déjà un petit copain et puis là se marie à l'été. Et bien, automatiquement, t'es marié...
dans ce temps-là, c'est sûr que tu pars en famille. Là, fait que on te reprendra pas. Ah, Villa, il attendra pas longtemps. Oui, Steve en arrière, il attendra pas. Steve en arrière. Les classes, dans ce temps-là, c'est composé de 30 à 40 élèves. OK? Alors, ce sont de grosses classes. Et puis, au début des années 1900, au début du 20e siècle, eh bien, c'est là quand la population du Témiscamingue va augmenter, que là, on va construire dans chaque école, dans chaque village, une école. Et puis, la demande va être tellement forte en enseignant, et bien que là, ça va être les communautés religieuses qui vont prendre le relais. Et ça, jusque dans les années 60, même au Témiscamingue 70, certaines religieuses qui vont être là dans certaines écoles secondaires, que je pense entre autres à Rivière-des-15, qui vont enseigner jusque dans les années 70 jusqu'à leur retraite. Même Marcel Raymond aussi. Oui. Sœur Eva était là lorsque... elle n'enseignait pas toutes les matières, elle enseignait l'éducation religieuse. Donc, exactement. Jusque dans les années 90, là. Quand même. C'est ça, jusqu'à la retraite, si la personne fait l'affaire, eh bien, on la garde. Et puis voilà, mon cher Simon, c'était cette chronique de ce matin. La semaine prochaine, je vais faire une deuxième partie à cette chronique. On va parler de l'école au Témiscamingue, mais pendant la Révolution tranquille. Oui, alors, les années 60 et à 70. Exactement. Excellent. Alors, voilà, juste vous rappeler d'aller aimer, de vous abonner à la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Et puis, le Patreon. Patreon.com/SLTDH si vous voulez nous encourager un peu. Eh bien, le Patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, mon cher Simon. Merci. Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard ce matin, qu'on salue bien bas. Bonjour Jérémy. Bonjour Simon, comment vas-tu? Hey, ça va très bien. Aujourd'hui, on plonge dans quel monde merveilleux? On continue dans le monde de l'éducation. Une dernière partie à cette chronique sur l'éducation. Oui. La semaine dernière, j'ai parlé de l'éducation à partir des années 1880 jusqu'en 1960. Alors là, on va parler de l'éducation, des écoles dans les années 60. Cette période qu'on a surnommée la Révolution tranquille. C'est quand même un peu ironique de qualifier une révolution de tranquille. Mais sais-tu pourquoi qu'on l'appelle comme ça? Parce qu'il n'est pas arrivé de gestes disgracieux ou de... Ça s'est fait sur une longue haleine, j'imagine? C'est un peu ça? Sur une dizaine d'années, c'est sûr que mettons dans la deuxième moitié des années 60, ça a brassé au Québec. Ce serait peut-être le sujet d'une chronique avec le FLQ, le Front de libération du Québec. Ça a brassé au Québec, mais... Tout de même, la révolution qui s'est passée, le fait d'étatiser l'éducation, le domaine de la santé, etc., c'est quand même révolutionnaire parce qu'on sort d'une période où est-ce que ça fait au-dessus de 300 ans que ce sont les communautés religieuses qui s'occupent de l'éducation, de la santé, etc., à une période où est-ce qu'on décide de prendre en main ces deux champs-là, entre autres, là, on peut parler des services sociaux, etc. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'elle a été tranquille, cette révolution. Oui. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Ça n'a pas été la révolution américaine où est-ce que il y a eu des batailles, des guerres, des même guerres, les terres des agriculteurs et paysans qui étaient là, on Exactement. Alors, pour le Québec, cette révolution a été... on la qualifie de tranquille. Ben écoute, mais tant mieux. C'est bien mieux de voir une révolution qui se passe dans l'ordre, dans l'argumentation plutôt que dans la violence. Exactement. Alors, du côté de l'éducation, ce matin, une dernière partie, comme j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On était rendu aux écoles de rang, hein? Oui. Je te parlais du Steve en arrière, tout ça, là. Puis d'Émilie Bordelot qui chauffe son poêle. Oui, c'est ça, exactement. Qui fait chauffer sa soupe au poids dans le milieu de la classe. Oui. Mais cette période des écoles de rang, ça va se terminer dans les années 50. Parce que dans les années 60, comme je dis, révolution tranquille, le nombre d'enfants, de jeunes au Témiscamingue explose littéralement. Comme le baby boom international. Justement, ce sont les premiers baby boomers des années fin 40, là, sont rendus des adolescents, des ados de 12, 13, 14 ans. Ça fait du jeune. Là, puis il y a les jeunes baby boomers que eux, dans les années 60, ont à peu près, je te dirais,
4-5 ans à peu 4-5, près, 6 ans, 4-5-6 ans, où est-ce que ça rentre à l'école. Alors là, la formule, si je peux dire, le système des écoles de rang ne fonctionne plus. Il faut des écoles. Alors, on va commencer dans les années fin 50, début 60, à construire les fameuses écoles de village. Oui, ça aurait pris des cégeps de rang si on avait voulu continuer. Ça aurait pris des polyvalentes de rang, voilà. Mais on arrive à ça. C'est ça, exactement. Ça s'en vient. On arrive à ça. Alors, en 1960, OK, 1960, on ferme la toute dernière école de rang au Témiscamingue. On organise le transport scolaire parce que avant, c'est les jeunes, vu que c'était l'école de rang, on se rendait à pied à l'école. Mais là, on a besoin vraiment de transport. Au début des années 60, ça va être surtout des transports familiaux. On va prendre des voitures familiales, mais ça prend 1 an ou 2, puis on a besoin de minibus, puis après ça, d'autobus, comme on connaît, comme les autobus qui circulent sur nos routes aujourd'hui. Tout le rang, la quantité de jeunes qu'il y avait, là, je veux bien croire que tu as un petit Ford tel modèle dans le temps, là, ou un Chrysler, mais ça n'en prend plus. Il en rentre 4-5, puis après ça, c'est ça, là. Ouais. Hein? Puis ça, le transport scolaire avec les voitures familiales, là, ça a duré longtemps, jusqu'à les années 90. J'ai des vidéos quand j'étais jeune, on a une vidéo où est-ce que ma soeur se fait ramasser. Ouais, oui. Elle se fait prendre devant la maison, puis c'est un civil qui apprend pour l'amener à l'école, puis c'était un... C'est ça. C'est une personne qui est payée par la commission scolaire du temps. Puis... C'est ça. Ça a duré quand même longtemps. Oui. Mais c'est ça, les autobus vont arriver. En 1960, les programmes scolaires, c'est la même chose pas mal que qu'est-ce qui va être donné dans les années 60, c'est-à-dire français, maths, histoire, géo, et puis bien sûr des cours de religion. Oui. Et puis là, pour combler le manque d'enseignants, tu te souviens que la semaine passée, on parlait justement de cette jeune enseignante qui n'est pas en famille, n'est-ce pas? Et puis qui n'est pas mariée, etc. Eh bien là, on a besoin d'enseignantes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à l'ancienne formule des années 1800. On va demander aux communautés religieuses d'enseigner aux jeunes, en attendant, bien sûr, de former des enseignantes et des enseignants qui vont arriver au courant des années 60. Là. Mettons, deuxième moitié des années 60, début 70, là, les premières cohortes d'enseignants laïcs, là, parce que là, on va parler justement d'un événement très important dans l'histoire de l'éducation au Québec, où est-ce qu'on veut des enseignants et des enseignantes laïques. Quelques villages au Témiscamingue vont avoir une école pour garçons et pour filles. Certains villages, c'est une école où est-ce qu'on sépare les gars et les filles, mais l'exemple qui me revient, c'est l'école de Lorrainville. OK. C'est quoi l'école Saint-Louis puis Notre-Dame? Saint-Louis puis Notre-Dame, oui. Où est-ce que ça va être école pour gars et pour filles, et puis il va y avoir une transformation dans les années 70-80, où est-ce que on devine quelle école ça va devenir, n'est-ce pas? Oui. Suite au débat, c'est ça que je voulais parler, le rapport parent. Est-ce que tu connais le rapport parent? Ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu ça, effectivement. Le rapport parent, c'est le gouvernement Lesage qui va le commander, c'est de faire un état des lieux de l'éducation au Québec. Oui. Le gouvernement Lesage, c'est le gouvernement justement qui enclenche la Révolution tranquille, veut savoir comment ça se passe au Québec, l'éducation. Combien de jeunes il y a, combien de profs, combien d'écoles. On est rendu où, on s'en va où? C'est ça. On a besoin de combien d'écoles primaires, et puis là, on a un projet, les écoles qu'on disait polyvalentes, qu'on va appeler par après les écoles secondaires, mais quand même, beaucoup de gens disent encore des polyvalentes aujourd'hui. Ces écoles polyvalentes, c'est des écoles de formation générale et professionnelle. Alors, on peut donner des petits cours de menuiserie, des cours d'économie familiale, etc. Alors, c'est un programme, c'est un système qu'on met en place pour 5 ans. Fait que pour les jeunes qui sortent du primaire, de l'âge de 12 à 17 ans, tu vas aller à l'école secondaire, l'école polyvalente. Les écoles primaires, maintenant, comment c'est géré? Les écoles primaires sont encore gérées par les commissions scolaires de village. Oui. Tu te souviens, la semaine passée, on parlait de ça. Chaque village a sa commission scolaire. Eh bien, en 1970, on va décider de fusionner toutes ces
petite commission scolaire-là pour fonder justement la commission scolaire Lac-Témiscamingue, qui va donner par après la commission scolaire du Lac-Témiscamingue et puis finalement le centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue. Les écoles secondaires, elles, vont être gérées par la commission scolaire du Cuivre, à Rouyn, qui par après va donner la commission scolaire de Rouyn-Noranda. Mais c'est en 1975 que le contrôle des écoles secondaires va être donné à la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Au Témiscamingue, parce que là, les écoles polyvalentes, on décide, il en faut, là, okay? Mais où est-ce qu'on va les bâtir? Parce que là, il faut desservir cet énorme territoire-là qui est le Témiscamingue. Ben, on décide d'en construire une école secondaire par secteur. Fait qu'on Le sud est déjà desservi, le secteur sud avec l'école La Salle de Témiscamingue, qui par après va devenir il va avoir la construction de l'école Gilbert Héberge. Fait que Témiscamingue, le secteur sud, c'est correct. Le secteur nord, on va construire l'école Rivière-des-15. Dans le secteur est, on va construire l'école du Carrefour. Et puis, dans le secteur centre, l'école Marcel-Raymond. Mais là, il y a un problème. Parce que Ville-Marie et Lorrainville vont se battre pendant des années, Simon, pour avoir cette école-là. Oui. On veut... Ville-Marie, au départ, voulait l'école Marcel-Raymond, OK? Qui s'appelle pas l'école Marcel-Raymond encore. Non, parce que Marcel-Raymond, comme on a dit, je crois, à la dernière chronique, Marcel-Raymond, c'est un personnage très important, surtout de Lorrainville. Du Témiscamingue, oui, très important, mais c'est un homme de Lorrainville. Alors là, Ville-Marie, Lorrainville vont se battre, et puis c'est seulement au début des années 80 où est-ce que là, ça va être tranché. C'est Lorrainville qui va avoir l'école qu'on va nommer l'école Marcel-Raymond, où est-ce que ça va être très, très simple. On va raccorder l'école Saint-Louis et l'école Notre-Dame par une rallonge. C'est pour ça que l'école Marcel-Raymond n'est pas faite sur le même frame, si que les autres, c'est ça. C'est pas un bloc. Oui, les polyvalentes, d'habitude, c'est un bloc carré avec le gym dans le milieu, comme Rivière-des-15, comme les polis en Abitibi, et le Carrefour. Tandis que Marcel-Raymond, c'est vraiment... tu vois qu'il y a un peu plus un casse-tête. Là. Tu vois que c'est fait entre deux écoles. Oui, exactement. On a rafistolé, on a lié les deux écoles primaires ensemble, et puis ça va donner l'école Marcel-Raymond au début des années 80. Oui. Alors, voilà, mon cher. Puis l'école Gilbert Héberge va ouvrir ses portes. La nouvelle école secondaire du secteur sud va ouvrir pour l'année scolaire 82-83. Alors voilà, c'était une petite... Je sais que c'était plus long, mais une petite chronique sur les... Toujours passionnant, effectivement, d'en connaître un peu plus sur notre histoire des premiers balbutiements à l'école actuelle. Exactement. Donc, c'est une belle rencontre avec la scolarité ce matin. Yes. Pour terminer, n'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon si vous voulez nous encourager. Le patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, mon chassement. Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bien le bonjour, mon cher Jérémy. Bonjour, Simon, comment vas-tu? Ça va très bien. On est jeudi, donc en plus d'avoir la paye, on a la chance de t'avoir toi. C'est 2 pour 1. Ah, c'est tellement gentil. Surtout la paye. Non, c'est pas. C'est ça. Alors, dans quel monde mystérieux du Kraken ou autre nous emmènes-tu aujourd'hui? Peut-être un jour, Simon, on va parler de légendes et puis de créatures... mythiques. De créatures, mythiques. Et, le retour de Moby Dick. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, on va parler de la création d'un village au Témiscamingue. Oui. Alors, en commençant la chronique, tu vas deviner de quel village on parle, mais on parle de la création d'un village très connu au Témiscamingue. OK. Je t'amène premièrement en 1909. En 1909, le 24 mars 1909, la municipalité de Canton Nédelec est créée. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'en 1909, on va créer une espèce de... C'est un canton, mais c'est une municipalité de canton. OK. Ça veut dire que ce canton-là est dédié à une municipalité qu'on va appeler Nédelec. Tout simplement. D'accord? Et puis, à l'époque, quand on parle de Nédelec, c'est un canton. Le canton au nord, on va l'appeler la tête du lac. Okay? À la tête du lac, on a le canton de Nédelec. Et puis, au sud, on a le canton de Guigues. Après ça, plus au sud, le canton du Hamel, etc.
Alors, la colonisation du canton de Nédélec se fait en plusieurs endroits. Premièrement, comme j'ai dit, on va voir la fondation, le village de Nédélec que nous connaissons. On va avoir Témiscamingue-Nord et puis Notre-Dame-des-15. Est-ce que tu connais Notre-Dame-des-15? J'irais avec Notre-Dame du Nord, mais non, je pourrais pas te dire. Non, hein? Moi, en faisant la recherche pour cette chronique-là, j'étais là, Notre-Dame-des-15. Ouais. Ça vient, c'est quoi? Ça vient de où? Eh bien, c'est en 1950, je vais y arriver, mais en 1950, on ne parlera plus de Notre-Dame-des-15. OK. Mais voilà. Alors, en 1900, c'est ça, fait qu'il va y avoir la colonisation de ces endroits-là. En 1927, les habitants de Témiscamingue-Nord vont demander, dans le fond, de changer le nom de leur municipalité. Alors, Témiscamingue-Nord va devenir Notre-Dame-du-Nord. OK. Alors, Notre-Dame-du-Nord, qui est située sur la rive nord, dans le fond, de la rivière des Outaouais, juste avant que la rivière se déverse dans le lac Témiscamingue. Oui. Alors, au nord, on va avoir Témiscamingue-Nord, qui devient en 1927 Notre-Dame-du-Nord. Et puis, de l'autre bord de la rivière des Outaouais, on a Notre-Dame-des-15. Alors, on a un petit village, quelques maisons, situé sur la rive sud de la rivière des Outaouais, Notre-Dame-des-15. Et puis, c'est en 1950, dans le fond, que Notre-Dame-du-Nord et Notre-Dame-des-15 vont faire des demandes au gouvernement québécois pour dire on veut une fusion, on veut fusionner Notre-Dame-du-Nord et Notre-Dame-des-15 pour devenir Notre-Dame-du-Nord. Tout simplement. En haut ou en bas du pont, c'est Notre-Dame-du-Nord. Les deux villages étant un en face de l'autre. Et puis, il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, au début, pendant la colonisation du Témiscamingue, il faut qu'il y ait minimum 8 km entre les villages. Oui. OK, fait que là, on a Notre-Dame-du-Nord, Notre-Dame-des-15, un en face de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas 8 km entre les deux, là, mais vraiment pas. Là. Exactement. C'est à peine quelques dizaines de mètres. Là. Ben oui. C'est ça, quelques centaines, dizaines, centaines de mètres. Alors, on va demander la fusion qui va être acceptée. Excusez-moi. Alors, ça va être accepté. Puis l'année suivante, en 1951, eh bien, la fusion va être officielle. Notre-Dame-des-15 va se greffer à Notre-Dame-du-Nord. Et puis, dans le fond, Notre-Dame-du-Nord va être reconnue dans sa colonisation, si on peut dire, dans sa population, si on peut dire, là, pour être un village qui va améliorer le réseau routier. Okay. Parce qu'on s'entend que Notre-Dame-du-Nord est vraiment est vraiment dans le milieu entre Nédélec, qui a été fondé dans les années justement 1909-1910, et puis Saint-Bruno-de-Guigue. Oui, ben oui, on est vraiment dans le milieu entre les deux. On est un peu le passage obligé, là. Exactement. Et puis, il faut construire des routes. Des routes de plusieurs, quasiment justement 10-15 km entre Notre-Dame-du-Nord et puis Saint-Bruno-de-Guigue, et entre Notre-Dame-du-Nord et Nédélec. Et puis, une des seules manières au début de se rendre à Notre-Dame-du-Nord, eh bien, c'est par le lac, de se rendre à la tête du lac, et puis d'accoster là, et puis... Ce qui est un peu plus long qu'en Honda Civic. C'est long, là. C'est ça, exactement. Alors, le conseil municipal naissant de Notre-Dame-du-Nord va travailler justement à avoir des subventions pour se relier à Saint-Bruno-de-Guigue et puis à Nédélec. Et puis ce passé-là de grands conquérants des routes, si je peux dire, va amener en 1980 à la création d'un festival très populaire qui est connu, ma foi, partout en Amérique du Nord. Alors, en 1980, la première édition du Rodéo du Camion. Ah oui, c'est ça. Oui, voilà. Ce fameux festival, le petit festival de rien. Oui, de rien, là. C'est vraiment des petits artisans, là. Puis c'est connu à l'international. C'est ça. Tu as à peu près 400-500 personnes là, par année, là. Exactement. C'est tout petit, là. Alors, en 1980, première édition du Rodéo du Camion. Oui. Et puis, cette année, je crois, avec la pandémie, il n'y en a pas eu, mais on va être à la 40e ou la 41e édition.
du rodéo du camion. Ça grossit sans cesse, les gens Exactement. trippent, de voir la côte pleine de spectateurs se faire enfumer des camions qui montent en accélération, c'est juste wow, tout simplement. Exactement. Et puis, c'est ça d'où ça vient, justement, l'idée du rodéo du camion. Ben, ça n'a pas été créé à cause de ça, mais le passé des habitants de Notre-Dame-du-Nord, ce sont des gens qui... des constructeurs de routes, mon cher. Alors, voilà cette petite histoire de Notre-Dame-du-Nord, mon cher. Et que d'autres, là, on s'entend, là, ça c'est une parcelle. J'ai parlé un peu de Nedleg, mais c'était surtout pour Notre-Dame-du-Nord, cette chronique. Alors, pas que ça s'appelait Témiscamingue-Nord avant. Témiscamingue-Nord, on avait Témiscamingue-Sud. Moi, dans ma tête, il y avait juste Témiscamingue-Sud. Là. C'était comme le Nouveau-Brunswick. Il n'y avait pas d'ancien Brunswick. Ouais, dans ma tête, il y en avait juste un. Exact. Et je ne savais pas l'existence de ça. Et encore moins Notre-Dame-des-Quinze, c'est-à-dire le sud du pont, la façon de parler, qui regroupait une partie de Notre-Dame-du-Nord à l'époque, mais qui n'était pas encore reliée avec. Ça, je n'étais pas au courant. Donc, c'est bien, et puis, le pont va être... excusez, mais le premier pont va être construit entre Notre-Dame-des-Quinze et Notre-Dame-du-Nord tout de suite, dans le fond... après la fusion. Après la fusion. Il y avait un pont, mais on va construire le pont que l'on connaît quelques temps plus tard. Alors, voilà, mon cher. Pour terminer, n'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et puis le Patreon de Sur la Terre des Hommes, le patreon.com/SLTDH. Je te dis à la semaine prochaine, mon cher. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour Jérémy. Bonjour. Oh, excuse. Je voulais te donner ton 4%, mais ça n'a pas marché. Vas-y. Bonjour Simon, comment ça va? Ça va très bien, mon cher. Aujourd'hui, on traverse le Pacifique. L'Atlantique, ouais, Pacifique, ça va être plus loin un peu. On traverse l'Atlantique pour se diriger en France. Oui, et comme ça me fait penser, comme disait Jean Chrétien, d'un Atlantique à l'autre. Oui, d'un Atlantique à l'autre, et non pas d'un océan à l'autre. C'est vrai que d'un Atlantique à l'autre, c'est quand même pas mal le tour du monde. Tu reviens pas mal où c'est que tu étais avant. Exactement. Malheureusement. Ben oui, on va en France ce matin, Simon, pour deux parties de chroniques sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Fameuse cathédrale qui, malheureusement, en grosse partie a brûlé il y a moins de 2 ans, 3 ans? Ben, c'était en 2019. Ça a fait 4 ans. Ouais. Ça a fait 4 ans que la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Puis je me souviens exactement... Tu sais, il y a des événements qui se passent, tu te souviens où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu faisais. Puis je me souviens quand on m'a dit... parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit... La cathédrale de Notre-Dame de Paris est en train de brûler. Je dis, voyons non, ça se peut pas. Puis en arrivant chez nous aux nouvelles, c'était vraiment ça. Le feu était pris, puis c'était incroyable comme catastrophe. Oui. Là. C'est quand même un gros incendie. Là. Mais c'est ça, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le toit. C'est le toit de la cathédrale qui a brûlé et puis depuis 4 ans, on travaille à sa reconstruction. Mm-hmm. Et puis, on prévoit que ça va être reconstruit d'ici Noël 2024. OK, quand même. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une très grosse structure. Hein? C'est pas... C'est énorme et puis on veut respecter, comme je vous parlais dans la chronique... Là, le patrimoine, j'imagine. On veut respecter... L'historique. Les méthodes de travail utilisées au Moyen-Âge pour construire cette cathédrale-là. On fera pas ça en cheap rock et en bardeau. Non, c'est vrai de ça. Façon de parler. Exactement. Là. Exactement. Fait que c'est un feu qui s'est déclaré dans le toit. Puis le toit de la cathédrale qui était surnommé la forêt de Notre-Dame. Oui. Parce qu'il y a plusieurs dizaines d'acres de chênes qui ont été coupés. Vous avez bien entendu, plusieurs dizaines d'acres de chênes qui ont été coupés au début de la construction. Ben, pas au début, mais quand ils ont construit la cathédrale, pour faire ce toit-là, qu'on a surnommé la forêt de Notre-Dame. Dans le fond, c'est un enchevêtrement de poutres de chêne vieilles de plus de 700 ans. Qui est parti en fumée en 2019. Au Moyen-Âge, on dit que la France, on dit de la France que c'est la fille aînée de l'Église catholique. OK. Tellement que la France était importante pour l'Église.
Et puis ça vient du temps je ne veux pas en parler là parce que je pourrais en parler une demi-heure, là, mais ça vient du temps de Clovis, du début de la dynastie carolingienne de Charlemagne, où est-ce qu'on a décidé, où est-ce que le nom La fille aînée de l'Église a commencé à être utilisé. Exactement, okay. Exactement. On est à la fin des croisades et puis Paris est presque une étape obligée dans ce temps-là. C'est une étape obligée pour les pèlerins. Pour résumer un peu, c'est quoi les croisades? C'était, dans le fond, l'armée des croisés, c'était des soldats au service du pape. Mm-hmm. Et puis, dans ce temps-là, on prenait des soldats un peu partout dans les territoires catholiques, que ce soit la France, le Saint-Empire romain germanique, qu'aujourd'hui on appelle l'Allemagne. Oui. Et puis, c'est une époque de pèlerinage où est-ce que les catholiques se promènent un peu partout, tout ça. Et puis, pour l'étape de Paris, on se dit... Quoi de mieux qu'une cathédrale, comme disait Bruno Pelletier, il est venu le temps des cathédrales. Oui. Alors, on a bâti sur l'île de France la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sais-tu combien de temps ça a pris, Simon, pour bâtir ça? Avec les moyens de l'époque. Là, on est dans les années au 12e siècle. Là. 12e, de 1100 à 1200. Ça doit être sur des dizaines d'années. Ça a pris 188 ans. Ah, Seigneur! Okay. On parle de générations et de générations de travailleurs qui ont travaillé là-dessus. Alors, ça a pris 188 ans pour construire ça. Alors, au 12e siècle, dans les années 1100, l'évêque de Paris va demander la construction d'une cathédrale immense capable d'accueillir tous les chrétiens qui se présentent à Paris pour les nombreux pèlerinages. Alors, on va choisir le site de l'Île-de-France, qui est vraiment au beau milieu de la ville de Paris, l'Île-de-France. Alors, c'est là qu'on va construire cette cathédrale titanesque, mon cher Simon. C'est pas un 3,5, ça, là. Il en rentre là, du monde. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. C'est très, très gros. Et puis, avec la construction de la pyramide, avec la construction de la cathédrale au 12e siècle, eh bien, la population de Paris va doubler avec le nombre de travailleurs. Écoute, c'est pas juste la population déjà existante qui peut construire ça, là. Puis c'est pas 10 gars, là. OK? C'est immense. C'est des centaines de personnes qui vont s'affairer pendant 188 ans pour faire ça. Des dizaines de sections particulières à construire. Tu sais, dans le sens qu'il n'y a pas juste un chantier, let's go les gars, sur une maison, puis on est 6 gars, puis on se voit tous quand on travaille. C'est des sections entières qui doivent être contrôlées par des sortes de foreman de l'époque, façon de parler, pour diriger différentes sections de construction. Puis il faut comprendre aussi que faut que ça fitte avec l'autre, là. Quand tu commences à construire une partie qui va être attachée à une autre... faut se parler là, pour que ça fonctionne. Ça doit être tout un travail. C'est ça. Puis les architectes du début de la construction de la cathédrale, c'est dans les années 1100. Okay? Alors, quand on va arriver à la pose de la dernière pierre, il faut qu'on ait respecté le plan d'origine qui a été fait 200 ans plus tôt. Okay? Fait que c'est fou de penser. C'est fou de penser que dans ce temps-là, justement, une construction, ça pouvait durer 200 ans. C'est quand même... Et ça donnait un travail absolument incroyable, impressionnant, là. C'est ça, on a beau pas être très croyant, on regarde ce monument-là, cette église-là, la cathédrale de Notre-Dame, c'est titanesque, là, comme travail, là, c'est vraiment énorme. On est à une époque où est-ce qu'on a juste de la corde puis des poulies pour monter les roches, okay, les pierres pour la construction. Il n'y a pas de pelle mécanique, il n'y a rien, là. Okay? Fait que c'est tout à bras. Il faut monter ça, puis installer, puis etc. Okay? As-tu pensé sur 188 ans, malheureusement, combien de morts c'est sûr, à travailler là-dessus en termes de... On s'entend qu'on n'est pas... la CSST n'existe pas. Là, non, c'est ça. Attache-toi, puis fais attention à ci, à ça. Non, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de décès. Dans le fond, pour résumer, ça va être des générations et des générations de charpentiers, d'architectes, de tailleurs de pierre, de sculpteurs, d'artistes aussi, parce qu'il va y avoir des vitraux à l'intérieur de l'église. Je sais que c'est pas juste très, très gros, c'est très, très beau. Et exactement. Pour faire du beau, ça prend des artistes. Exactement. Alors, en 1239, le roi de France, Louis, alors Saint-Louis, qu'on va appeler, va revenir de Jérusalem avec des reliques saintes. Est-ce que tu sais c'est quoi des reliques saintes, Simon? J'imagine des artefacts de la religion, là, quelque Exactement. chose comme ça. Alors, des reliques qui sont reliées à la passion du Christ. Alors, on parle ici de la couronne d'épines, alors, entre guillemets,
la vraie couronne la d'épines vraie, là. de Jésus. Un morceau de 24 cm qui proviendrait de la vraie croix. Un morceau de bois de près 1 pied et puis un clou de 9 cm. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Saint-Louis va amener ces artefacts-là, ces reliques saintes-là, à Paris, dans son royaume, et puis va les mettre à Notre-Dame de Paris, où est-ce qu'ils sont toujours, Simon? Après 800 ans. Wow. OK, c'est vraiment fou. Et puis, la première pierre, juste pour dire, la première pierre de Notre-Dame de Paris a été posée en 1163, et puis la dernière en 1351. Alors, comme on a dit, 188 ans de travail pour ce monument religieux-là. Alors voilà, Simon, c'était la première partie. Et puis la semaine prochaine, on va parler des étapes parce que en 800 ans, 700, 800 ans, il y a eu plusieurs étapes de rénovation, de reconstruction, etc. On va parler de ça parce que c'est pas juste aujourd'hui avec l'incendie de 2019 qu'il y a eu des gros travaux. Alors, on va revenir sur les nombreux travaux de rénovation sur la cathédrale la semaine prochaine. Oui, pour réparer la belle cathédrale, propriété de Luc Plamondon. Oui, c'est ça. Alors, je vous rappelle la page Facebook. Allez aimer et suivre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Et puis notre Patreon, le patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, mon cher Simon. 7h15, chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Simon. Comment vas-tu? Hey, ça va très bien, mon cher. Aujourd'hui, on plonge dans le monde du Kraken. Pas encore. J'aurais aimé que tu le fasses. Oui, hey, comment t'as deviné? Non, mais tu viens de me donner une idée, Simon, pour des prochaines idées de chronique. Ben, il y en a qui savent pas que le Kraken, c'est pas juste une équipe de Seattle de hockey, c'est une créature mythique. Ouais, tu sais, on pourrait parler du Kraken, on pourrait parler du Bigfoot, du Yeti, ça serait bon. Ça serait effectivement intéressant. Et autres créatures. De démystifier toutes ces créatures dont on n'a pas de Polaroid, mais qu'on pense que ils ont quand même existé. Non, de quoi parle-t-on ce matin? Ben, deuxième et dernière partie de l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mon cher. Pourquoi que je parle de Notre-Dame? Peut-être qu'il y en a qui disent, ben Notre-Dame, tu sais, c'est en France. En quoi ça nous touche? Ben moi, je suis vraiment... je suis vraiment émerveillé par cette construction-là. C'est titanesque et c'est merveilleux vraiment, en même temps. Tu sais, que ce soit Notre-Dame de Paris, puis il y en a plein de cathédrales, ou bien les pyramides d'Égypte, toutes des constructions humaines que tu te dis comment qu'on a pu faire ça. Eh bien, avec de l'huile de bras et du temps. Oui, parce que ça n'a pas été fait il y a 4 ans. Avec les moyens d'aujourd'hui, même avec les moyens d'aujourd'hui, tu te dis, as-tu pensé la construction, ça va prendre 2-3 ans, alors qu'on le sait que ça a pris près d'une centaine d'années. Je crois 180 quelques années. Oui, 180 quelques années pour construire ça avec les moyens du Moyen Âge. Donc, wow. Plusieurs générations d'architectes, de tailleurs de pierre, etc., d'artistes aussi, hein. Parce que la cathédrale de Notre-Dame de Paris, il y a aussi des vitraux, des sculptures, des gargouilles, etc. On va en parler justement aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les grands travaux. Okay. Hein, les grands travaux de Notre-Dame de Paris. Parce que oui, elle a été construite originellement entre le 13e et le 15e siècle. Mais il y a eu des travaux de rénovation. Hein, parce que là, je veux faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui. En 2023, où est-ce qu'on rebâtit le toit de Notre-Dame et puis la fameuse flèche qui faisait la renommée de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je t'amène, mon cher Simon, au début des années 1700 avec un certain Louis XIV. Oui, tu connais Louis XIV? Ben, ça me dit de quoi, là? Il me semble que mon grand-père était au cégep avec. Oui, c'est ça. Mais Louis XIV, entre 1708 et 1725. Oui. OK, alors on parle quand même... on parle de 17 ans. Oui. Pendant 17 ans, Louis XIV, dans le fond, il va ordonner la destruction du jubé de Notre-Dame, qui, à cette époque-là, était vieux de 500 ans quand même. Même au temps c'était vieux, imagine. Même au temps de Louis XIV, la cathédrale est vieille. C'est quand même... c'est pas peu dire. Exactement. Alors, il va faire détruire le jubé de la cathédrale et puis va remplacer les magnifiques vitraux de la cathédrale
par simplement des vitres du verre blanc. Alors, il va remplacer ça par du verre blanc et puis il va faire peindre tout l'intérieur de la cathédrale en blanc. Alors ça, c'est une première phase de rénovation. Selon les goûts de ce cher Louis XIV, ça serait bien de faire une chronique un jour sur Louis XIV. C'était un peu... C'était un bon personnage. Ouais, c'est un personnage, vraiment. Là. Ensuite, environ 50 ans plus tard, en 1771, on va agrandir. Alors là, on est au temps de Louis XV, Louis XVI, je crois. On va faire agrandir la porte principale qu'on appelle le trumeau. Alors, l'espèce de grosse porte à l'avant de la cathédrale, parce que on jugeait que c'était pas assez grand pour faire passer des processions. C'était deux petites portes. Alors là, on va faire une grande porte et puis voilà. Alors ça, c'est au temps de Louis XV ou Louis XVI, 1771. 1789 à 1799. On est en pleine Révolution française. Les temps sont troublés. Oui, on n'est pas dans une période si souriante que ça. Non, ça va pas bien. Ça va tellement pas bien que au temps de la Révolution française, pendant ces 10-15 années-là environ, eh bien, on va condamner, si on peut dire, le côté religieux de la cathédrale pour en faire une espèce d'entrepôt pour la nourriture, pour la poudre à canon, des armes. Et puis, ça va être aussi un endroit où est-ce que les dirigeants de la Révolution vont se rassembler pour prendre des décisions. Alors, il perd son caractère religieux. Un gros Costco, là. Exactement. Un gros backstore. Oui, un gros backstore, là. C'est. Alors, ça va être un gros backstore. Même que, dans le temps de la Révolution française, on pensait même... on l'a mis la religion de côté, mais créer une nouvelle religion, la religion de la raison, de souvenir. On voulait vraiment mettre de côté la religion catholique pour en créer une nouvelle parce que les temps étaient tellement troublés pendant la Révolution française qu'on pense même inventer une nouvelle religion. On a inventé des nouveaux noms de mois. Etc. Ça, je pourrais en faire une chronique complète, là. Mais c'est vraiment une période très étrange. Okay. Alors, comme j'ai dit, un dépôt de nourriture, d'archives, ça sert de palais de justice, d'endroit de réunion, etc. On va démonter pendant la Révolution française la flèche. Alors, il y a une flèche au-dessus de la cathédrale. Quand je parle de la flèche, c'est comme une espèce de tour d'église, là, hein? Une espèce de grande tour. Eh bien, pendant la Révolution française, on va démonter cette flèche-là. On va couper les têtes des statues des rois qui ornaient le contour de la cathédrale. Alors vraiment, on y va pas de main morte, là. Couper la tête. On vient de couper la tête de Louis XVI, alors on va aussi couper la tête des statues. Fait que tu vois, c'est vraiment une époque bizarre. Pour rappeler le coupage de tête de Louis XVI. Exactement. Et pour rappeler qu'on est en pleine révolution, on niaise pas. Regarde, on va même couper les têtes des statues. Et puis, on va les enterrer dans la cour, en arrière. Alors, voilà. C'est sûr que ça améliore la situation. Oui, c'est ça. Ouais, ça amène bien des avantages. Ah oui, pour l'agriculture surtout. Ouais. Hein? 30 ans plus tard, environ 30-35 ans plus tard, on est en 1831. Est-ce que tu connais Victor Hugo? Oui, c'est pas un réalisateur. Non, c'est un artiste, Victor Hugo. Oui, c'est un artiste, c'est un auteur. Eh bien, Victor Hugo va écrire un roman, Notre-Dame de Paris, justement. Et puis, depuis la Révolution française, justement, on a comme oublié le caractère religieux de la cathédrale. Oui. Eh bien là, Victor Hugo en fait un roman. Et puis là, les Parisiens, les Français, vont redécouvrir un intérêt certain envers leur cathédrale. 1841, le gouvernement français, alors là, on est 10 ans après la sortie du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Oui. Eh bien, le gouvernement français va investir 5 millions de francs de l'époque pour sa rénovation. Parce que là, ça fait à peu près 50 ans qu'elle est laissée complètement à l'abandon. En dedans, ça n'a pas de bon sens. Il y a encore du grain qui tombe, qui traîne à terre, de la poudre à canon, des archives. Alors là, on veut ramener le caractère religieux. Et puis, on va engager un certain architecte qui s'appelle Eugène Viollet-le-Duc pour redessiner une nouvelle flèche. Okay. Alors, c'est une grande tour qui va mesurer, tiens-toi bien, Simon, environ 100 mètres, 96 mètres de haut. Alors, Viollet-le-Duc est engagé pour dessiner cette flèche-là qui va être faite en bois. C'est longtemps? C'est longtemps et recouverte de plomb. Alors, c'est quand même une pas pire construction.
En 1871, alors 30 ans après la construction de la flèche par Viollet-le-Duc, des gens vont rentrer dans la cathédrale, encore des temps troublés dans les années 1870 en France. Il y a des gens qui vont rentrer dans la cathédrale, vont étendre du pétrole par tous ces bancs et puis vont mettre le feu. Et puis ça va être quand même maîtrisé. Alors là, une autre phase de rénovation, on va réparer ça. 1960, on est 100 ans plus tard, les vitraux vont être renouvelés. Alors, on va ramener les vitraux qui ont été peinturés en blanc du temps de Louis XIV. Et puis là, on arrive aux années 2018-2019 où est-ce qu'il va y avoir des travaux de restauration, de rénovation. Et puis c'est là qu'en 2019, il va y avoir le fameux incendie accidentel du toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis on prévoit qu'en 2024, mon cher Simon, les travaux seront terminés pour la cérémonie de Noël 2024. Alors voilà. C'est à visiter, hein, si vous allez à Paris. Je suis jamais allé en France, mais le premier endroit, si je vais en France, le premier endroit que je vais aller en débarquant de l'avion, c'est bien à cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Une construction incroyable. Effectivement. Alors voilà. Tout comme la Tour Eiffel, qui peut être super belle aussi, j'imagine. Oui, en personne, ça doit être assez impressionnant oui, de se tordre le cou pour aller voir jusqu'en haut. Oui, vraiment. Alors voilà, mon cher, pour cette semaine. La semaine prochaine, je vous amène ailleurs et je vous amène il y a plusieurs milliers d'années. Une autre chronique. La dernière Coupe Stanley du Canadien? Oui, c'est ça. Oui. Quasiment. Alors, on va parler de l'homme de Flores, l'homme de Floresiensis, la semaine prochaine. Un homme qu'on appelait le Hobbit. Oui. Qu'on a surnommé le Hobbit dû à sa petite taille. Alors voilà, on va parler de ça. Alors la semaine prochaine, c'est ça. Et puis, n'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook sur la Terre des Hommes Podcast. Et puis notre Patreon, le patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, mon cher. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour Jérémy. Bonjour Simon, comment vas-tu? Hey, ça va super bien ce matin. D'ailleurs, j'ai vu une petite publication sur ton Facebook là, qui disait de ne pas manquer la chronique de ce matin. Mais malheureusement, j'ai oublié le sujet dont il était question. Cependant, quand je l'ai lu, j'ai fait « Oh! » Ça va être le fun. Oui. Ben, à la fin, on voyait dans la publication deux crânes, hein? Un d'un Homo sapiens et puis d'un autre qu'on va appeler, qu'on appelle l'homme de Flores. Est-ce que tu connais l'homme de Flores? Non, je ne le connais pas. Homo sapiens, Néandertal, etc. Ça, oui, ça va, mais... Le Flores, ouais. Ça me dit absolument rien. J'ai jamais entendu le terme, non. OK. Mais ça date de 2003. C'est peut-être normal parce que ça fait vraiment pas longtemps. J'avais fini mes cours d'histoire en 2003. Moi, j'avais tout passé ça. Mais tu sais, même aujourd'hui, je te dirais, dans les cours d'histoire, ça, on l'enseigne en secondaire 1. Moi, j'en glisse un mot, tu sais, parce que vu que je connais un peu ce sujet-là, j'en parle à mes élèves. Mm-hmm. Mais c'est comme un petit carré dans le livre, genre le saviez-vous, tu sais. Ouais, c'est pas un faudrait noter ça, c'est plus. T'étais-tu au courant? Non, ben là, tu le sais, puis tu peux l'oublier. Exactement, c'est ça. Parce que l'homme de Flores, c'est un hominidé qui s'est pas répandu partout sur Terre. OK. Pas comme, mettons, Homo habilis, il était surtout en Afrique, Homo erectus, que c'est le premier à faire des migrations, à s'en aller à l'extérieur. Mm-hmm. Et puis, bien sûr, Homo sapiens, que nous sommes, eh bien... c'est la preuve qu'on est sorti d'Afrique parce que les Homo sapiens sont partout sur Terre maintenant. Exactement. Mais l'homme de Flores, c'est étrange parce que son surnom, c'est le Hobbit. As-tu déjà entendu parler du mot Hobbit? Oui, mais c'était dans quelque chose de plus ou moins réel. Dans Le Seigneur des Anneaux. Ben, en tout cas, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui a déjà vu des elfes de 3000 ans... il y a des bonnes chances que son thé soit un peu trop fort. Là, on veut vous rencontrer, on veut faire une entrevue. Si vous avez... On va faire un examen psychologique de vous. Approfondi. C'est cela. Ouais. Mais le Hobbit, dans le fond, ça vient un peu avec l'époque où est-ce qu'on a découvert l'homme de Flores, 2003. C'est en plein dans la période du Seigneur des Anneaux. Mm-hmm. Je pense que c'est la sortie du 3e, le retour du roi. Parce que l'homme de Flores, que son vrai nom, c'est Homo floresiensis. Ouais, c'est mieux homme de Flores. Ouais, c'est ça. A été découvert en Indonésie et puis...
qu'est-ce qu'on a trouvé dans le fond en 2003? Ce sont de petits squelettes. OK? Et c'était pas des enfants, c'était des squelettes matures. Oui, parce qu'au début, on pensait que c'était des squelettes Homo erectus d'enfants. OK? Mais on parle de spécimens d'environ 1 mètre à 1 mètre 10 maximum, Simon. OK, quand même. C'est petit, là. Oh, on oui, parle d'un squelette de la taille d'un enfant de 6-7 ans, Homo sapiens. OK? Mettons, nous, là, un enfant de 6-7 ans, mais avec des recherches. Et puis, en regardant la composition des os, on s'est rendu compte, Simon, que c'était des os adultes. Qui avaient atteint la maturité. Avec des dents adultes, oui. etc. Fait qu'on s'est dit, c'est quoi ça? C'est-tu, on s'est demandé ce que c'était un Homo erectus qui était atteint de nanisme, qui était de petite taille, qui était un nain, mais non. On s'est rendu compte que non, c'était vraiment un adulte formé normalement. Et puis, c'est quand on a découvert dans cette même grotte-là, en Indonésie, sur l'île de Flores, c'est pour ça qu'on donne le nom de homme de Flores, on a découvert plusieurs autres squelettes, Simon, des crânes, des dents, etc. Fait qu'on s'est dit... C'est pas juste un squelette parmi tant d'autres, il y en a plusieurs autres. Il y en a plusieurs autres, et puis c'est là qu'on s'est dit c'est une évidence. C'est une nouvelle espèce d'hominidé qu'on a nommé comme ça l'homme de Flores. Quand tu dis Indonésie, juste pour ma curiosité, est-ce qu'on est dans la Nouvelle-Zélande et tout ça? Là, ou, au-dessus de l'Australie. Okay, mettons, l'Asie, en Asie du Sud-Est, mettons, entre Cambodge, Vietnam, Laos et puis l'Australie, toute l'archipel. Des petites îles qui se trouvent là. Il y a une petite île qui s'appelle qu'on a nommé Flores, et puis c'est dans une grotte qu'on a trouvé ces spécimens-là. Et puis, comme j'ai dit tantôt, on avait dans l'idée que c'était des spécimens d'Homo erectus. Pourquoi? Parce que l'espèce d'homme, l'hominidé qui s'est rendu là principalement, avant Homo sapiens, eh bien c'est l'Homo erectus. Et qui, juste pour vous rappeler un peu vos cours d'histoire au secondaire, Homo erectus, pourquoi on l'appelle de même, c'est le premier à se lever quand même un peu debout pour voir autour dans son environnement. Et puis qui maîtrise le feu, etc. Comme Pierrot là, dans Les Mutants. Là. Oui. C'est ça. Il dit qu'il maîtrise le feu. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. Fait que les archéologues vont avancer au début que c'était des spécimens d'Homo erectus, tout ça. Mais on se rend compte que non, c'est une nouvelle espèce qui a évolué dans une branche. Tu sais, mettons, je pourrais faire une chronique, là, Simon, de 20 minutes là-dessus sur l'évolution de l'homme, mais tu sais, ça part des grands singes, et puis là, t'as Homo habilis, Homo erectus, homme de Néandertal, Homo sapiens, Australopithèque, etc. Est-ce qu'on utilise encore homme de Cro-Magnon? Cro-Magnon, oui, mais Cro-Magnon, c'est surtout dans une région en Europe. OK. Cro-Magnon, je crois en France ou en Allemagne, je crois. Et puis, c'est ça, dans le fond, l'homme de Flores, dans le fond, fait partie d'une branche parmi tant d'autres, qui a évolué indépendamment des autres. Mm-hmm. Et puis voilà. Et puis, c'est ça. Fait que, juste pour te donner un contexte, l'île de Flores, à l'époque où est-ce que l'homme de Flores y habitait, là, on parle d'environ 100 000 à 60 000 ans. OK. Dans cette époque-là. L'île de Flores était peuplée, c'était vraiment bizarre. Tu sais, mettons, là, retourner dans le passé puis aller observer ce qui se passe sur l'île de Flores, c'est vraiment étrange. On parle d'une faune avec des éléphants gros comme des vaches. Okay. Des petits éléphants, des éléphants adultes. Là. Oui, pas des c'est comme une micro-faune, si on veut, avec de petits éléphants, des rats qui sont gros comme des chiens. OK? Et puis, bien sûr, un lézard gros comme un dragon qu'on va appeler le dragon de Komodo, que lui existe encore, Simon. Le dragon de Komodo. Le dragon de Komodo. Mais c'est ça, sur cette île-là, c'est vraiment étrange qu'on retrouvait comme faune. C'est une île, alors là... C'est des espèces qui sont un peu débalancées, façon de vraiment, parler. un peu comme... À la même époque, on a trouvé des ossements en Amérique du Nord que c'est le contraire. C'était la mégafaune. Là, on pouvait retrouver des orignaux hauts comme un plafond avec des panaches de quasiment 100 pouces de large, des caribous énormes, des castors 4 fois la taille qu'ils ont aujourd'hui. Mais pour l'île de Flores, c'est
le contraire. C'est petit. Et puis, comment qu'on explique ça? Et puis, l'homme de Flores fait partie de cette faune-là, je veux dire la faune. Là. On s'entend. Mais c'est l'état insulaire dans lequel il se trouve. On n'a pas retrouvé d'ossements de prédateurs. Le dragon de Komodo, c'est pas mauvais comme un lion, on s'entend. Non. Il n'y avait aucun prédateur sur l'île, à part l'homme de Flores. Okay, donc, toutes les espèces ont pu continuer à se développer comme tels ils étaient, là, sans être... sans subir l'extinction, de façon. Exactement, parce que l'évolution de l'homme et de toutes les espèces animales, dans le fond, c'est selon ton environnement. Est-ce qu'il y a des prédateurs autour de toi? Est-ce qu'il n'y en a pas? Fait que, l'homme qu'on connaît aujourd'hui, v'là 200 000 ans, on était beaucoup plus petits. On n'était pas 1 mètre de haut comme l'homme de Flores, là, mais on était plus petits, etc. Mais on a grandi... Le fait de se lever aussi a fait en sorte que la colonne vertébrale s'est redressée, etc. Exactement. Alors, l'autre théorie pour expliquer la petitesse de l'homme de Flores, eh bien, on dit que ça daterait de encore plus longtemps. Okay? Les origines de l'homme de Flores. Il y a certains archéologues qui remontent les origines de cet hominidé-là à l'époque d'Homo habilis. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'années, même millions d'années avant Homo erectus, qui serait été une peuplade d'Homo habilis qui serait sorti d'Afrique, qui aurait marché jusqu'en Indonésie, à l'époque où l'Indonésie était rattachée au continent asiatique, il faut le dire, parce que l'eau était plus basse. Et puis qui aurait été malencontreusement enfermé par la suite avec la montée des eaux. Et puis, voilà, comme je dis, on date maintenant l'homme de Flores avec les ossements, on le date d'environ à moins 100 000 à moins 60 000. Et puis, qui sait, Simon, ce qu'on va apprendre de plus sur l'homme de Flores dans les prochaines années avec la technologie qui avance, etc. Et puis, très intéressant. Les fouilles aussi, parce que là, on a fouillé cette grotte-là, mais peut-être qu'autour, il y a plusieurs autres spécimens qui pourraient nous en apprendre plus sur les origines d'Homo florensis. On pourrait trouver les origines de Wolverine, qui sait. Oui, exactement. Et puis, voilà, c'est ça pour l'homme de Flores ce matin, mon cher. La semaine prochaine, je vais continuer dans les mystères de l'histoire. On va parler du Gigantopithèque. Le Gigantopithèque. Le Gigantopithèque, qui serait à l'origine du Yeti, de Bigfoot, etc. Alors, on va parler du plus grand hominidé qui aurait existé sur Terre, le Gigantopithèque. Alors, en attendant, vous pouvez aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Et puis, bien sûr, notre Patreon, le patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, mon cher. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Simon. Comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Super. En ce jeudi ensoleillé, de quoi parle-t-on historiquement parlant? Enfin ensoleillé? Oui, écoute, j'espérais en avoir un jour à te proposer. Mais c'est sûr qu'en faisant la chronique de septembre à juin, à part le mois de juin... Même, je te dirais, dans les 3 derniers jours, c'était pas... Non, c'était... Non. Fallait se réconcilier avec d'autres choses que l'espérance du soleil. Voilà. Mais avant de se réconcilier totalement, mon cher Simon... Et puis là, c'est vraiment pas arrangé parce que le sujet est décidé depuis une semaine. Oui. On va parler du Yeti, de l'abominable homme des neiges. C'est ça. Mon alter ego lorsque la pleine lune sort. C'est ça. Oui, on salue Jean-François sur Facebook. Jean-François Trahan. Parce que, dans le fond, la joke, c'est que je mets tout le temps une miniature du sujet que je vais parler pendant la semaine, le jeudi, c'est-à-dire. Et puis, Jean-François de répondre, c'est Simon... C'est la chronique de Simon, c'est Simon Abéden? Mais non, il s'agit du Yeti, l'abominable homme des neiges. Alors, est-ce que tu sais, qu'est-ce que c'est, toi, mon cher Simon? C'est un bonhomme avec du poil blanc partout, qui ressemble à un singe, qui marche debout, qui est un abominable homme des neiges. Oui, voilà. T'as très bien résumé. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Exactement, c'est fait. Ouais, c'est tout ce qu'on avait besoin de... Ouais. Mais le Yeti, on a l'impression que ça fait partie de notre culture populaire depuis toujours. Hein? Depuis qu'on est petit, on a un Yeti, un Bigfoot. Ouais, c'est ça.
des créatures humanoïdes comme ça, comme j'ai dit, le Bigfoot, on dirait que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre imaginaire, mais le Yeti, ça fait à peu près 100 ans que que les Occidentaux le connaissent, là, si on veut. Là. Okay. Le Yeti, dans le fond, quand on parle de Bigfoot, c'est surtout dans l'ouest de l'Amérique du Nord, dans les Rocheuses, dans les provinces, mettons, de Colombie-Britannique et ou / État américain, État de Washington, etc. Qui sont dans la cordillère, justement. Ouais, c'est ça, la chaîne de montagnes des Rocheuses. Mais le Yeti est dans une autre chaîne de montagnes qu'on appelle l'Himalaya. Oui. Okay? Où est-ce qu'on retrouve, justement, l'Everest. Et tous les autres grands monts qui séparent la Chine du Népal. Oui, dans le fond, comment je dirais ça, les grands monts qu'on peut dire, le K2, mettons. Oui, exactement. Tous les grands monts là, qui sont dans le sud de la Chine et à la frontière du Népal. Là, voilà. Exactement. Alors, quand on parle du Yeti, c'est ça, le Népal, le Tibet, le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est dans le nord-est de l'Himalaya. Mm-hmm. On parle d'une créature, justement, humanoïde de plus de 2 mètres. Alors, à date, ça te ressemble. Ouais, mais... Ouais, j'ai tout bien courbé le dos un peu, mais je suis pas encore à plus que 2 mètres. Ouais, c'est ça. Couvert de poils blancs et puis qui vivrait dans cette chaîne de montagnes-là. Historiquement, il y a déjà eu des créatures de cette taille-là que j'ai parlé en fin de chronique la semaine passée, quand je parlais du Gigantopithèque. Mm-hmm. OK, c'est vraiment une créature, un genre d'humain qui a vraiment existé. Et puis, ça s'apparentait, les caractéristiques ressemblaient à ça, là, 2 mètres, créature poilue, etc. Le Gigantopithèque, c'est le plus grand humanoïde / singe qui a jamais existé. On parle d'un singe d'à peu près de 200 à 500 kilos. OK? Là, on commence à parler d'un bon morceau. Là. On l'appelle monsieur. On l'appelle monsieur. Quand tu tombes face à face avec ça, tu l'appelles monsieur. C'est ça. Et dont les fossiles, dans le fond, il y a eu des fossiles qui ont été retrouvés, surtout en Asie, principalement en Asie, dans le coin de la Chine, Vietnam et de l'Indonésie. Dans le même coin un peu que notre homme de Flores de la semaine dernière, n'est-ce pas, avec l'Indonésie. Mais le Gigantopithèque n'a rien en commun avec l'homme. Il est davantage apparenté au grand singe, au gorille, qu'il est humain, dans le fond. Là. Il y a autant de liens de parenté entre l'être humain, et puis le Gigantopithèque que l'être humain avec le gorille. Okay? C'est un cousin éloigné. Et puis, c'est ça. Fait que ça fait partie de ces créatures, dans le fond, ces cryptides-là, Bigfoot, l'Almastie de la région du Caucase, dans la région, le Caucase, c'est proche du Kazakhstan. Dans ces coins-là, la Géorgie, là, je ne parle pas, pas de l'État américain. Je parle de la petite princesse, là, journal intime là, du film, là, où c'est la princesse de Géorgie. Là. Ouais, c'est ça. Alors, la Géorgie, où est-ce qu'on trouve une autre créature, l'Almastie, que peut-être un jour dans les chroniques historiques, je vous parlerai. Le nom Yeti, d'où ça vient, ça? Ouais, Yeti. Yeti, eh bien, ça vient du tibétain Yété. Yété qui veut dire animal des rochers. OK. Alors... J'aurais pensé que c'était Yeti. L'homme des neiges. Yeti. Alors, le Yété qu'on a francisé et anglicisé pour devenir Yeti. Mais il y a plusieurs autres termes qui ont été rattachés au Yeti, dans le fond, mais des noms illisibles que je ne voulais pas me tenter de prononcer ici ce matin. C'est bon. Mais voulant dire mangeur d'hommes, homme des neiges, etc. Alors, c'est pas des noms très positifs. OK. En 1921, c'est là que je voulais aller. En 1921... Excusez-moi, en 1921, il y a un groupe d'alpinistes anglais qui vont aller escalader l'Everest. Et puis là-dedans, on retrouve un certain colonel / écrivain qui va découvrir une trace de pas, la fameuse trace de pas là, qu'on voit sur Internet. Là. Ça ressemble vraiment à une grosse trace de pas, tu sais, humain, singe, etc. Mais on n'a aucune preuve que cette trace-là n'a pas été fabriquée ou
Quel est original? Tu mets une empreinte d'un humain, puis tu tapes un peu autour, puis ça fait juste une grosse botte ou un très grand pied, puis ça répète ça aussi. Là, c'est quand même bizarre, Simon. Cette trace de pas-là, c'est quand même bizarre qu'il n'y en ait pas une cinquantaine d'autres. C'est comme, une trace de pas. Puis toutes les autres ont été enterrées. Mais celle-là, il n'y a pas neigé dessus. C'est ça, c'est vraiment bizarre. Fait que cette trace, malgré le fait qu'il y a cette trace de pas-là, on en parle encore aujourd'hui, mais malgré ça, on sait que il n'y a aucune preuve vraiment que c'était une trace de ce genre d'animal-là, d'un gigantopithèque. Mais quand même, c'était assez pour partir la légende en 1921. Là, tu vas voir une armée d'alpinistes qui vont aller sur le mont Everest pour retrouver ce Yéti, retrouver d'autres traces de pas, etc. Et puis, on va en retrouver, mais elles sont différentes. C'est bizarre. Pareil comme si il y avait le premier gars qui a retrouvé la deuxième n'a pas pu bien photographier la première trace. Exactement. Il a fait une copie, mais... Puis les traces sont pas pareilles. Ouais. Les traces sont pas pareilles. On va retrouver des poils. On va retrouver une calotte. Là, je parle pas d'une casquette, mais vraiment d'une calotte de tête. Un peu style conique, comme Coned quand t'étais jeune. Là. Mais ça a été prouvé que ça a été fabriqué de toutes pièces avec des poils de chèvre. Alors, il y a rien là-dedans qui est vrai. On n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve de l'existence du Yéti. Mais la semaine prochaine, j'aimerais faire une deuxième partie plus courte, justement, sur ces hypothèses-là de l'identité du Yéti. Ils ne trouveront rien proche du Mont-Everest. J'ai déménagé au Témiscamingue là, en 80. Oui, voilà, c'est ça. Venez à Lorrainville pour le trouver. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il y a des traces dans ma cour. Oui, c'est ça. Pour terminer, en 1960, écoute, ça fait à peu près 40 ans qu'on parle du Yéti en Occident. Mais là, il y a un fameux Hergé, un Belge, un BDiste, qui va faire le fameux Tintin au Tibet. Et puis là, écoute, ça s'enflamme. Et puis c'est un peu à cause de Tintin au Tibet que là... à cause des images dans la BD du fameux Yéti qu'on va voir dessiné par Hergé, selon ces légendes-là, que là, le monde va faire, là, ça existait, regarde, Tintin l'a vu. Tintin, ouais, c'est ça. C'est évident. C'est évident, c'est ça. Alors voilà, mon cher Simon, pour le Yéti. La semaine prochaine, comme j'ai dit, je vais revenir avec certaines hypothèses sur l'identité et ou les fameuses preuves qui n'existent pas, comment que ça aurait pu être fabriqué, etc. Fait qu'on va se reparler de ça la semaine prochaine. Alors, avant de se quitter, la page Facebook, allez rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes, Sur la Terre des Hommes podcast, et puis le Patreon, le patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, mon cher. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Simon, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Jeudi, du soleil. Bon, oui, gèle au sol la nuit, mais le jour... Aujourd'hui, 15, demain, 24, après ça, 28. On était dû, là. Ça va se prendre bien. Il me semble que ça... Tu l'entends dans ma voix, là, ça va, ça va bien. S'il y en a bien un qui est dû pour du soleil et de la chaleur, je pense que c'est toi, là. Ça s'entend. Je te paierais une petite téléportation à Cuba, 2-3 jours, me semble que ça te ferait du bien. C'est juste de la valeur que ça n'existe pas encore, là, mais est-ce qu'on va maîtriser ça bientôt, là, puis on va revenir là-dessus. Ouais. De quoi on parle aujourd'hui, mon cher? Aujourd'hui, mon cher, on va terminer la deuxième partie sur le Yéti. Oui. T'as parlé de gel au sol encore. On dirait que c'est fait pour ça. C'est pas pensé rien. Mais la semaine prochaine, pour la dernière de l'année, oui. la semaine prochaine. La dernière, oui. On va avoir un sujet plus ensoleillé. Je vais essayer. Oui, mais c'est ensoleillé, le Yéti, si tu le vois de jour. Ouais, c'est ça, exact. C'est juste si tu le vois de nuit que c'est moins c'est moins happy hour, là, tu sais. Fait que aujourd'hui, c'est ça, dans le fond, pour le Yéti, je vais parler des hypothèses, selon lesquelles on pense que le Yéti existerait. Et puis, les interprétations de certaines preuves... certaines preuves entre guillemets, parce que, bon, peut-on vraiment l'appeler une preuve ou un exactement. C'est un peu ça. Exactement. Eh bien, comme je l'ai dit la semaine dernière, selon les scientifiques, selon
les sociologues et archéologues et tout ça, le Yéti n'existerait pas, et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une légende du folklore himalayen, comme j'ai dit la semaine dernière. À part le Gigantopithèque, j'ai parlé la semaine dernière du Gigantopithèque, plusieurs avancent des explications sur l'existence du Yéti, notamment un groupe d'Homo erectus qui se serait rendu jusque dans ces montagnes, dans cette chaîne de montagnes asiatiques. Mais sinon, il n'y a pas d'autres explications qui expliqueraient l'existence du Yéti. Un guide de Sherpa avec trop de neige sur le corps, ou non, il n'y a pas rien Non, c'est ça. qui donnerait l'impression que ça pourrait être un Yéti. Comme la semaine dernière, je parlais de la fameuse calotte, le dessus de tête qu'on aurait trouvé, que finalement on aurait analysé les poils sur cette dite calotte. Animal. Eh bien, c'était des poils de chèvre. Et les 3-4 empreintes qu'on aurait trouvées, les empreintes complètement différentes l'une de l'autre, donc à un moment donné. Et qu'est-ce qui est important aussi avec les empreintes qui ont été retrouvées? On a juste une photo d'une empreinte. Oui. Si vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a plusieurs séries d'empreintes. Mais qui ont le même pied, le pied mais gauche. ils ont l'air... Non, c'est ça. Mais ils ont l'air de mener nulle part. C'est comme... on les a trouvés là. Si t'en as trouvé une, il doit marcher plus qu'un pas. Il n'est pas resté stationnaire là, puis il est mort là. Mettons, pour prouver... Admettons, toi puis moi, Simon, là, on s'habille comme faut, mais peut-être que toi, tu vas être en T-shirt, mais on s'en va dans l'Himalaya. On va mettre des gants. OK? Ouais, c'est ça. des petits gants de printemps. Des petits gants de printemps, là. Fête jardinage. Mais admettons qu'on tomberait sur une série d'empreintes, me semble qu'on les suivrait pour aller jusqu'au bout de cette série d'empreintes-là. J'essaierais de prendre une photo de la série d'empreintes, pas juste de un, puis tu sais, t'en prends un gros plan, oui, aussi. Tu prends un autre, de regarder les traces, là, tu sais, t'en vois 4-5, mettons, tu te regardes, ça s'en va par là. Ouais. Mais ça, l'indice serait un peu plus fiable. Mais là, ça, il y en a. Une trace. N'importe qui fait une trace dans le sol, prend une photo, hey, regarde, elle est grosse. Ben oui, mais là... Mais ça, admettons, vous faites certaines recherches, il y en a des photos de séries d'empreintes, mais sur quelques mètres seulement, on va pas, tu sais, mettons, monter dans la montagne, cette série d'empreintes-là, ce qui est fortement étrange. Puis en plus, dans l'empreinte, on le voit sur la photo, il y a le petit crochet de Nike, fait que ça aussi, c'est un peu... Non, c'est vrai. Ça va pas si mal que ça. Un autre point qui est important aussi, on n'a retrouvé aucun cadavre, aucun squelette, aucun fossile. Exactement. Peut-être pas fossile, mais aucun squelette ou cadavre de Yéti. Et puis, il faut dire que si le Yéti existait vraiment, il y aurait pas juste un Yéti. Okay? Un Yéti de 2000 ans, ça marche pas, là. Il y aurait une population de Yéti. Et puis, on estime que pour que l'espèce survive, il faudrait environ entre 200 et 500 individus. OK? Alors, on aurait retrouvé un squelette, un restant de Yéti, quelque chose, mais rien. On n'a pas trouvé de restant non plus de je sais pas moi, d'animal tué par un Yéti. Aucun excrément. Il n'y a rien. On n'a rien retrouvé. Fait que c'est un pas frileux qui avait oublié de se faire la barbe depuis 2 ans, qui est allé faire un tour en haut, puis il y en a un qui le prend en photo, puis on fait comme c'est lui. Mais tu sais, les traces de pas... pour revenir aux traces de pas, c'est aussi faisable de faire une espèce de pas, si on veut, un pied. C'est très puis faisable. l'étamper dans la neige, puis ça, c'est l'explication qu'on retient pour les fameuses traces de pas. Oui. Et puis, le dernier point, bien sûr, après, tu sais, qu'on n'a pas retrouvé de restes, on n'a pas trouvé de squelette, rien, eh bien, les témoignages sont peu fiables. Tu sais, quand je te parle encore de la calotte avec des poils de chèvre, on s'entend que c'est pas très fiable. T'as parlé de Sherpa tantôt. Oui, mais là, les Sherpas des Sherpas, c'est 5 et 3, 5 et 4, puis c'est endurant comme ça se peut pas. Pas 7 pieds 6 avec plein de poils. Là. C'est des gens qui viennent de l'Orient. Là, fait que, on s'entend que... Mais les Sherpas, pour ceux qui ne savent pas c'est qui les Sherpas, ben, c'est les fameux guides qui amènent c'est ça, les gens du Népal, qui amènent les gens au sommet de l'Everest. C'est un peu paradoxal de dire les premiers Nord-Américains à monter l'Everest, les Sherpas, eux autres, ils font ça. C'est leur job. À l'année, façon de parler, à part l'hiver, là, même l'hiver, ils vont. Puis, c'est peut-être qu'ils font ça 2-3 fois par année. Ben oui, la deuxième fois parce qu'ils avaient oublié sa tuque. Là, fait que, c'est ça. Tellement, pour eux autres, c'est relativement... Ben, pour les guides, Sherpa, pas pour les gens du Népal au complet, mais pour les guides, Sherpa,
c'est naturel que de Ouais. faire l'ascension de l'Everest, la façon de parler. Exactement. Et puis, pour les gens du Népal, les Sherpas, etc., tu sais, eux, parler du Yeti, c'est comme, mettons, les gens d'Écosse parler du monstre du Loch Ness. Ouais. Tu sais, c'est plate à dire, mais ça amène un petit côté mystérieux, une espèce d'attrait touristique, si je peux dire, mon cher Simon. Ils veulent pas que ça s'éteigne, façon de parler, non, ils veulent parce pas que aussi. ça fait un peu partie de leur culture, même si elle est très... Culture slash, tu sais, brand, mythe. si on veut. Ouais, hein, tu sais. brand, c'est ça. Ça fait partie de leur brand un peu hey, si vous montez l'Everest, peut-être qu'on va tomber sur un Yeti. Mais c'est ça, dans le fond, c'est un peu le lien que je voulais faire avec le monstre du Loch Ness, où est-ce que on ne veut pas que ces légendes-là s'éteignent parce que ça amène des touristes, etc. Oui. Alors, c'est ça, c'est un but aussi lucratif, mon cher. Ben Alors, écoute, ça fait voilà. partie de la game, hein, Et voilà. On dit don't hate the player, hate the game, ben c'est ça. Il y en a C'est qui ça, continuent comme nous au Témiscamingue, on peut parler du monstre du lac Témiscamingue. On a une statue, n'est-ce pas, à l'entrée de Ville-Marie en arrivant de Fabre. Alors, c'est un attrait, Exactement. Alors voilà, mon cher, pour ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et puis le Patreon, patreon.com/SLTDH pour nous encourager dans notre quête de vérité, comme dans le cas du Yeti. Oui, Alors, je te dis à la semaine prochaine, mon cher, avec une meilleure voix. on y sera. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour Jérémy. Bonjour Simon, comment vas-tu? Hey, ça va super bien mon cher. Après 2 semaines, hein, j'ai pas... Oui, ben écoute, j'étais absent la semaine dernière. La semaine passée, tu étais au Qatar là, pour Oui, interviewer les gens qui avaient participé à la Coupe du Monde l'été passé absolument. et parler de la carrière de Lionel Messi là, qui va sortir en documentaire. Puis là, ben, t'as eu le temps de revenir. Ouais, c'est ça. Je sais Non, que je n'étais pas au Qatar. non, j'espère que non, parce que c'est quand même un bon trip là, à faire en 4 roues. En 4 roues? Non, mais c'est pas, je sais que tu te promènes en 4 roues ces temps-ci, fait que c'est pour ça Ah que... oui. Alors, de quoi on parle-t-on, historiquement parlant, aujourd'hui, mon cher? Ben écoute Simon, premièrement, avant de commencer, j'aimerais faire un... Comment je dirais ça? Un statement. Non, un statement. Un statement, OK? Parce qu'on va parler de Guérin. Oui, OK, aujourd'hui, on parle de Guérin. C'est la dernière chronique historique de la saison. de la saison. On revient en septembre, soyez... On revient en septembre, oui. Et puis, pourquoi ça a pris 2 semaines avant de revenir? C'est que je n'avais aucune information crédible, vérifiable, potable sur Guérin. Et puis, ça m'a... comment je dirais ça? Pas que ça m'a rendu triste. titillé. Ça m'a titillé. J'ai pas aimé ça. Sérieusement, là, vous allez voir, mettons, sur l'histoire. Tu sais, c'est sûr que, admettons, vous allez voir Ville-Marie sur Wikipédia. Ben, ça va vous donner le gentillet, ça va vous donner la population, le nombre de kilomètres carrés. Mais l'histoire des villages sur Internet, là, puis, tu sais, il y a un site... Encyclobec, je crois, que je me sers souvent. Oui, j'ai déjà vu. Je m'en sers souvent pour les chroniques historiques sur les villages du Témiscamingue, mais c'est une centaine de mots. C'est pas Peut-être énorme. 200 mots. Bon, oui, c'est un tweet, là. C'est pas... ouais, c'est vraiment rien. C'est un post Facebook. Puis, dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé directement à la source de notre histoire commune. T'as mis un homme là-dessus. Ben, En l'occurrence, toi. En l'occurrence, moi. Mon équipe de recherchistes étant composée de Mon moi. équipe de 1. Et puis, je suis allé à la source, c'est-à-dire à la magnifique Société d'histoire du Témiscamingue, Ah, c'est bon, que je ça. vous invite de visiter plus souvent, qui est encore au sous-sol du Palais de justice. Et puis, quoi de mieux, quand tu as besoin d'informations sur le Témiscamingue, eh bien, tu vas là. Et puis, j'ai demandé à Cécile, que je salue. Bonjour, Cécile. Bonjour, Cécile. Oui, qui m'a... je suis allé la voir, puis j'ai dit, Cécile, écoute, j'ai besoin du livre du centenaire, parce que c'était en 2008. Oui. J'ai besoin du livre du centenaire de Guérin pour faire une chronique, ma dernière chronique historique sur Guérin. Et puis, elle me l'a sorti en 2 temps, 3 mouvements. Et puis, ça a été fait. Alors voilà, c'est la prochaine chronique. Dans le fond, Guérin...
Fondé en 1908. Oui. Fondé en 1908. En 1800? Excusez, oui, c'est ça, en 1900. 1908. Oui, non, t'as raison. Excuse-moi, c'est moi qui... 1808. C'est moi qui nous rajeunissait un petit peu, là. 1808, ce serait vraiment le premier village au Témiscamingue. Oui, c'est cela. En 1886. On se calme. Ouais. Alors, en 1908, qui est fondé en l'honneur, dans le fond, le canton, et puis par après le village, en l'honneur de James John Edmund Guérin. J'avais hâte que tu dises Guérin, parce que là, j'ai dit là... Si on ouais, ça, James Guérin, John Edmund Guérin. Edmund Wren. Ouais. Alors, James John Edmund Guérin, qui est un homme politique, a été maire de Montréal et puis député aussi. Alors, maire de Montréal entre 1910 et 1912. Et puis, Guérin, à la base... faut dire que c'est fondé après Notre-Dame-du-Nord. Oui. C'est au nord de Notre-Dame-du-Nord. Et puis, le but, dans le fond, qu'est-ce qu'on y fait à Guérin en premier? Eh bien, comme dans plusieurs villages du Témiscamingue que vous avez entendu pendant cette année, j'ai fait beaucoup de villages. Eh bien, ce sont les concessions forestières. Oui, on défriche. Parce que c'est vraiment pour le bois. C'est plein. Exactement. C'est pour le bois. Dès 1872, qu'il va y avoir une concession forestière qui va être détenue par, attention, John Poupon. Poupon? Poupon, c'est il pas... Il mangeait de la moutarde, lui. Hein? Ouais, c'est ça. C'est pas une erreur de mon autocorrecteur d'Apple. C'est John Poupon et George Bryson. Alors, pas Georges Brisson, mais George Bryson, qui en 1872 vont avoir la première concession forestière à Guérin, dans le canton de Guérin. Et puis... qu'est-ce qui est dommage avec les concessions forestières, c'est qu'ils vont vraiment régner en maître sur le canton de Guérin. Quelques personnes vont s'aventurer à aller coloniser Guérin. On va les accepter, mais ils vont être étroitement surveillés par ces deux magnats de la forêt. Les deux magnats de le monopole, on s'entend. Alors, c'est ça. Ils vont être étroitement surveillés, les premiers colons. On parle de surveillance pour pas que les gens... admettons que, je sais pas moi, tu pars une terre, mettons, tu commences à défricher, eh bien, on s'assure que tu ne vendes pas un seul arbre, par exemple en bois de chauffage ou en bois de sciage, etc. Fait que c'est vraiment dictatorial, je te dirais, au début, Guérin, là, à la fin des années 1800, début 1900. Et puis après ça va changer. Premièrement, pas les frères, mais je veux dire, John Poupon et George Bryson vont être remplacés. À un moment donné, leur carrière est finie, ça fait longtemps. C'est cela. Et puis vraiment, les premiers colons vont pouvoir s'installer dans le plan de colonisation du Témiscamingue. Alors, c'est en 1908, comme j'ai dit tantôt, que le village, la municipalité de Guérin va être fondée par le curé Armand Laniel. Et le premier colon va être un certain Ovide Falardeau. Alors, les Falardeaux de Guérin, il y en a plusieurs encore à Guérin. Ovide a fait ses petits. Oui, voilà. Puis je vais nommer tantôt les principales familles. Les principales familles de Guérin, parce que dans le livre du centenaire, écoute, il y en a plusieurs. C'est sûr que je nommerai pas tout le monde, mais des familles qui reviennent plus souvent, qui sont encore présentes dans le village de Guérin. Mm-hmm. Alors voilà. Fait que les colons, au début du 20e siècle, dans les années 1900-1910, vont prendre possession de certaines terres déjà défrichées par Bryson et Poupon. Et puis aussi, les autres vont défricher, etc. Et puis là, c'est vraiment le début de la colonisation de Guérin. Le ministère de la colonisation ouvre les rangs. Alors, on va ouvrir des rangs pour les nombreuses familles qui arrivent parce que dans les années 30, comme dans plusieurs villages, surtout à l'est du Témiscamingue que j'ai parlé pendant l'année, ça va être des familles d'ailleurs qui vont venir. C'est pas des gens qui sortent du sol du Témiscamingue pour coloniser. L'humain ne se crée pas exactement comme dans Terminator. Il faut qu'il arrive de quelque part. Ouais, c'est ça. Dans Terminator. Mais c'est ça, c'est vraiment dans les années 30 où est-ce que là, vous allez avoir des familles qui vont venir d'ailleurs, d'autres régions du Québec. On parle de la Beauce surtout. Beaucoup de Jarret noirs, comme on les appelle dans ce temps-là. La Beauce, Lanaudière, le Bas-Saint-Laurent, etc. Même des gens de la ville de Montréal qui n'ont plus aucun emploi dans les usines, qui se voient quasiment contraints de devenir agriculteurs. Et puis, c'est pas
C'est pas un choix. C'est pas un choix, puis c'est pas dans les régions alentours qu'on va trouver des terres parce que les terres sont pleines. Oui, déjà. Les terres sont pleines, alors c'est vraiment les nouvelles régions de colonisation. Là, je pourrais revenir sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les années 1850 et même avant. Mais c'est vraiment le Témiscamingue et puis après ça, l'Abitibi mettons l'Abitibi-Ouest. C'est vraiment l'Abitibi agricole, dans le fond, là, qui vont être colonisés. Alors, ces colons-là s'en viennent. Et puis, les noms qui reviennent. Est-ce que tu en as comme ça? Falardeau, là. Falardeau, oui. J'irais avec Élwyn. Peut-être qu'il y a un petit peu... Oui, Élwyn aussi à Guérin. Des Haumont. Les Haumont. Bien sûr, les Haumont qu'on salue. Les Angers. Oui. Les Ayottes. Ayottes aussi. Les Beaupré. Les Beaupré, les Bouchers, les Bourassa. Les Cardinals aussi, les Cloutiers, les Falardeaux, comme tu as dit, les Généreux, les Lavignes, les Lemay, avec Jérôme Lemay, des Géraud-là qui vient que sa famille vient de Guérin, originaire de Guérin. Ben oui. Les Mérans, les Ménards, les Perrons, les Plantes, les Racines, les Rivards, que je salue toute ma famille. Je viens de Guérin. Ben oui. Mais pas personnellement, mais mon père. Mais originaire de, c'est alors, ça. les Rivards, les Saint-Onge, les Trudel, et j'en passe, mon cher Simon. Il y en a. Alors, les premières familles de colons de Guérin, alors ce sont eux. Et puis, comme j'ai dit, je ne les nommerai pas toutes, mais il y en a encore plusieurs familles. Alors, voilà, c'était cette courte histoire sur l'histoire. On pourra en parler sur l'histoire de Guérin. Pendant 7 ans, tellement il y a du stock. On pourrait en parler pendant 3-4 chroniques, comme la bête du Gévaudan en début d'année. Exactement. Mais écoute, c'est ça, on va s'en garder d'autres. Il y aura moyen d'exploiter d'autres informations comme ça de plusieurs villages au Témiscamingue. Exactement. Et puis, ce n'est pas parce que j'ai pas fait votre village pendant cette année et même l'année dernière que ça ne se passera pas en septembre. Hein? Je reviens en septembre. Limite. Je reviens et je vais être là jusqu'à temps qu'on me dise « OK, va-t'en ». Alors, on a tout entendu. C'est assez. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, mon cher Jérémy. Merci, on invite les gens à suivre ta page Facebook. La page Facebook de Sur la Terre des Hommes, mon podcast d'histoire qui parle pas juste de l'histoire du Témiscamingue. Le patreon.com/SLTDH pour encourager financièrement le podcast. Et puis, je tiens à dire, Simon, avant de partir pour l'été, merci à toi, premièrement. Ça fait super plaisir. De m'accueillir à tous les jeudis comme ça, de bonne heure. On s'entend, il est 7h15. Mais merci à toi. Et puis, merci aux auditeurs. Des fois, là, j'en croise qui me disent « Hey, j'aime ça, tes chroniques historiques. Tu parles du Témiscamingue, mais aussi d'autres choses que je connais pas. » C'est le fun. J'aime recevoir des commentaires comme ça. Ça prouve que la chronique est écoutée. Alors, je vous dis en septembre. Un bon petit break et on se retrouve les batteries rechargées au début de l'année. Absolument.